Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Sanofi représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ici aujourd'hui en se basant sur les états financiers de la compagnie à l'heure actuelle. Donc, je rappelle une chose, si vous voulez investir avec conviction dans ce genre d'entreprise, il faut absolument lire les rapports financiers, d'accord? Donc, à la fin de cette vidéo, même si l'entreprise est sous-évaluée, je dis même si, vous devez absolument lire les rapports afin d'investir avec conviction. D'accord? Maintenant, par rapport à la présentation de la compagnie, pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle fait, je vais vous mettre clairement un sommaire dans la description de cette vidéo aussi. Donc, ici, dans tous les cas de figure, on va se dire ceci. Sanofi, c'est une compagnie pharmaceutique. Elle fait partie des plus grosses compagnies pharmaceutiques de ce monde-ci. Donc, généralement, ce sont des compagnies très matures qui ont assez de moyens pour faire de la recherche et développement qui est le nerf de la guerre dans ce genre d'industrie. Dans tous les cas de figure, on va directement aux revenus. On va regarder l'état des revenus ici. Ici, premièrement, on regarde la tendance des revenus. On a une croissance des revenus. On adore ça. C'est une compagnie qui croît par acquisition. Donc, on n'est pas étonné de voir des paliers ici, des baisses, des paliers. Mais également, il faut savoir une chose. Ce genre d'entreprise, généralement, vu qu'elle vend des médicaments, donc ces médicaments-là ont souvent des brevets et ces brevets-là arrivent souvent à maturité. Donc, c'est pas parce que les revenus actuels sont élevés que vous allez penser que ces revenus-là vont rester à peu près au même niveau dans le futur. Il faut absolument regarder si elle a un énorme pipeline en termes de recherche et si présentement les blockbusters actuels ont une durée de vie assez élevée. Et généralement, je favorise les entreprises qui sont assez diversifiées, donc qui ont des médicaments présentement qui servent et qui ont des ventes élevées, donc dont les volumes de ventes sont élevés, mais également qui vendent des produits, on va les appeler des produits grand public, donc des marques généralement. Je prends un exemple. Si vous avez une compagnie qui vend de l'ibuprofène, si vous allez à la pharmacie, vous cherchez de l'ibuprofène, techniquement, les gens vont chercher, en tout cas pour le Canada, ils vont chercher du Advil ou bien du Tylenol. Or, quand vous voulez acheter du Advil, en réalité, c'est de l'ibuprofène que vous recherchez, mais vous l'achetez par rapport à la marque. Or, si vous achetez un médicament en pharmacie par rapport à la marque, le prix sera bien plus élevé que la marque consommateur. Donc, à la fin de la journée, c'est toujours des médicaments qui sont arrivés, dont les brevets sont arrivés à expiration depuis très très longtemps, mais qui continuent toujours à dégager d'excellentes marges parce que le nom de ces médicaments-là est ancré dans l'intellect de tout le monde. Bon, c'est pas le sujet ici, mais ce sont des choses à regarder quand vous investissez dans une compagnie pharmaceutique. Toutes les compagnies pharmaceutiques ne se valent pas du tout. Il faut bien aller regarder, il faut lire les rapports financiers. Je ne cesserai jamais assez de le dire. Maintenant, au niveau de la croissance, ici, on se rend compte qu'avant la période de Covid, on a 2% de croissance sur les 10 dernières années, 2% sur les 5 dernières années, 2% sur les 3 dernières années. Donc, elle croît à peu près avec l'inflation. Donc, c'est un niveau minimum. Elle peut augmenter ses prix. Donc, elle a dû avoir un léger pricing power. Mais dans tous les cas de figure, on remarque ici que, voilà, c'est une croissance légère de 2%. Mais au dernier trimestre, on a 23,43% de croissance. Attention, le Covid est passé par là. Donc, ça peut également être lié à la période actuelle, mais dans tous les cas de figure, moi je mets ici zéro croissance, donc on va pas mettre de croissance ici, juste pour garder les choses simples. Donc dépendamment de vous, si vous voulez garder du 2% de croissance ou quoi que ce soit. Mais ces compagnies sont très imprévisibles, elles peuvent se permettre de racheter d'autres entreprises, donc généralement, je préfère investir dans ce genre d'entreprise que de spéculer sur des compagnies biotechnologiques, parce que de vous à moi, je n'ai aucune connaissance en chimie, donc quand on me parle de médicaments ou de formulation, je ne comprends rien du tout, je comprends le langage des chiffres. Donc je fais confiance plutôt aux gens qui ont la connaissance nécessaire. Donc si elle achète une entreprise de biotechnologie ou bien pharmaceutique, c'est parce qu'elle sait exactement ce qu'elle recherche. Donc, en date d'aujourd'hui, on va se dire qu'on aime ce qu'on a ici, on a ici aujourd'hui, on adore ça. Ensuite, on va passer à la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On a une stabilité des marges brutes ici. On aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, par rapport à l'EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? On veut un EBITDA stable ou croissant? Waouh. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, sur les dernières années, on a une stabilité, d'accord? Mais avant ça, on a plutôt une décroissance. Alors que le revenu ici, quand vous l'observez, ce revenu-là est à peu près resté croissant, alors que les marges et en termes d'EBITDA ont diminué. Ça ne donne pas une bonne information. Ça veut pouvoir peut-être dire ici que l'entreprise peut-être dépense de plus en plus en termes de recherche et développement. C'est la raison pour laquelle les marges ont à peu près diminué. C'est quand même une baisse énorme d'à peu près de plus de 10% de différence entre ces deux sommets de 39%, 29%. Et encore sur les dernières années également, on avait une décroissance 26, 26, 28. Donc, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne dirais pas qu'on n'aime pas ça. Voilà, c'est correct si on peut expliquer pourquoi. Parce que c'est une situation qui pourrait revenir. Personne ne dit que dans le futur, on n'aura pas pu quelque chose comme ça. Dans le futur. Il faut absolument lire les rapports financiers parce qu'ici, quand on fait des hypothèses pour estimer la valeur d'une entreprise, on a besoin de marges stables. On n'a pas besoin de marges qui font des zigzags parce que déjà,
à la base, une estimation est fausse. D'accord? Donc, plus vos données sont erronées, je vous laisse faire la conclusion, je vous laisse tirer les conclusions nécessaires. Donc, on recherche la stabilité le plus possible. Donc, ici, on va se dire que voilà, on cautionne ce qu'on a ici, c'est correct. On va juste dire que c'est correct, d'accord? Maintenant, on va regarder l'état de la dette. Est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? On a une dette nette sur EBITDA ici aux alentours de 1.1. J'aime ce que je vois ici. C'est un checkmark. Surtout que c'est une compagnie pharmaceutique. Donc, généralement, elles croient généralement par acquisition. Donc, elles ont besoin de bonnes marges en termes par rapport à la dette afin de pouvoir faire des acquisitions au cas où ça se présente. Mais j'aime ce que je vois ici. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation de la compagnie, je vais prendre deux hypothèses. D'accord? Premièrement, au niveau des marges. Ici, vous avez en blanc les free cash flow. D'accord? Et vous avez en orange, je ne sais pas comment vous appelez cette couleur, orange, marron, c'est comme vous voulez, mais en couleur plus sombre, vous avez les marges nettes. Vous remarquez ici qu'au niveau de 15%, en moyenne, on est là. Free cash flow, marge nette correspondent. Mais également au niveau de 20% ici, on a les free cash flow qui sont plus élevés généralement que les marges nettes. Et également, les analystes prévoient un 20% de marge au niveau des free cash flow. Donc, on va prendre les deux hypothèses. D'accord? L'essentiel ici, c'est de ne pas se donner à peu près au niveau de la moyenne. Donc, on va prendre 15% en termes de free cash flow et je vais vous donner également le 20% en termes de free cash flow. Qu'est-ce que ça donne? Maintenant, on continue avec les PER. Quel genre de PER on va utiliser? La moyenne, c'est 20. Actuellement, on est à 18. Donc, si c'est 20, on est à peu près à ce niveau-ci. Donc, vous voyez que le 25, il est possible. D'accord? Le 22 également est probable. Donc, généralement, cette entreprise s'échange dans cette zone-ci. Donc, sa valeur est à peu près à ce niveau-ci, mais tout dépend des marges et du free cash flow ou bien des marges nettes. Donc, une fois que ça c'est su, on va aller au niveau de la valeur. Combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui, dépendamment de nos hypothèses? Alors, la première chose que vous devez savoir ici, cette barre-ci, ce sont les PER. 20, 22, 25. D'accord? On ne l'a pas pris dans le vide. Vous avez vu tantôt précédemment pourquoi est-ce que je mets 20, 22, 25. Maintenant, au niveau des free cash flow, d'accord, en pourcentage, j'ai pris 15%. 15% de quoi? 15% d'un revenu de 40 milliards. J'ai arrondi le revenu, d'accord, parce qu'on sous-entend, si on a une croissance de 2%, on pourra avoir plus loin que ça. D'accord, on va mettre 40 milliards, donc vous voyez qu'on est gentil ici. 40 milliards de revenus. Pour les marges de free cash flow, je vous préviens, j'ai pris 15% pour les deux premiers niveaux, donc pour ce niveau-ci et ce niveau-ci. Mais à partir de ce niveau-ci, donc pour le 25 fois, j'ai pris une marge de 20%. Donc après ça, on a le 20% de toujours 40 milliards. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? 15% de 40 milliards, ça donne 6 milliards. 6 milliards multiplié par 20 fois les bénéfices, ça fait 120 milliards. 120 milliards moins la dette ici, divisé par le nombre d'actions, ça fait 87 € l'action. Si on continue le même calcul maintenant avec 22 fois les bénéfices, ça fait 97 € l'action. Si on fait maintenant le même calcul, mais maintenant avec 20% de marge bénéficiaire pour les free cash flow, ça donne par rapport à 40 milliards de revenus, ça donne 8 milliards. 8 milliards fois 25, ça fait 200 milliards. 200 milliards moins la dette nette, ça donne à peu près 189 milliards et poussière divisé par le nombre d'actions, on est à 152 € l'action. Donc tout dépend de notre hypothèse. Maintenant, vous verrez une chose. En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote aux alentours de 94 € l'action. On se rend compte que notre valeur pourrait peut-être probablement se situer aux alentours de 98 € et 152 € pour exagérer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire comme choix? Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on se rend compte que le range ici, donc l'intervalle est très élevé. On va garder les choses simples, comprenez? Admettons également qu'on n'a pas trop de connaissances sur cette compagnie. Il faut savoir une chose. Les compagnies biotech les compagnies pharmaceutiques sont imprévisibles. D'accord? Une compagnie rentable aujourd'hui peut perdre des revenus à long terme, peut également avoir des multiples moins élevés. Vous n'avez qu'à regarder une compagnie comme Gilead, qui est une belle entreprise, mais qui a un produit qui soigne. Donc, quand il vous soigne, vous guérissez, donc il n'y a plus assez de clients à long terme. Or, vous allez voir que cette entreprise en date d'aujourd'hui, les multiples sont tellement bas. Pourquoi? Parce qu'on prévoit déjà que dans le futur, les revenus ne seront plus aussi élevés que par le passé. Donc pour Sanofi, on peut sensiblement se dire que c'est à peu près la même chose. Mais Sanofi a prouvé par le passé qu'elle a la capacité de pouvoir se renouveler. Et comme je vous l'ai dit, le nerf de la guerre ici, c'est assez de revenus pour faire de la recherche et développement et pour faire certaines acquisitions qui pourraient changer les choses. Donc ici, qu'est-ce qu'on va se dire? Au prix actuel, je ne dirais pas que Sanofi était un mauvais investissement. Pas du tout. Mais admettons que
au prix actuel, c'est pas le deal du siècle. Mais ce n'est pas non plus un mauvais prix. Maintenant, on compte sur le maintien des marges à 20% et également un 25 fois les bénéfices par rapport à des marges de 20%. Mais je vous dis que généralement, le marché ne paye pas ces multiples-là. Pourquoi? Parce qu'il sous-entend que c'est une industrie qui est généralement à risque. Donc, il y a souvent un discount. Donc, moi, je vais me limiter ici. Si je devais choisir entre les deux, je prendrais sensiblement la valeur se situer aux alentours de 98 euros. Donc, ici, l'entreprise serait correctement évaluée. Donc, mon prix idéal, si toutefois je devrais être obligé de faire l'acquisition de cette compagnie-ci, mon prix idéal, je vous dirais que, voilà, on va se dire que aux alentours des 70 euros l'action, ça pourrait m'intéresser. Ça, c'est mon prix. 70 euros l'action. 70, 75 euros, c'est mon prix. D'accord? En prenant aussi en connaissance que mes connaissances sont limitées par rapport à ce genre d'industrie-ci. Donc, je n'investis pas beaucoup dans les entreprises pharmaceutiques parce que je n'aime pas trop ce genre de choses. C'est pas que j'ai une préférence pour les entreprises qui sont dans ce secteur, mais qui vendent plutôt des instruments comme les compagnies comme Danaher, ce genre d'entreprise-là. Donc, ils vendent plutôt des instruments pour les produits, pour les entreprises pharmaceutiques. J'aime bien ça. Comme Sartorius également. J'aime bien également ce genre de compagnies-là parce qu'elles sont plus prévisibles. Les compagnies comme Sanofi, il faut vraiment une décote énorme avant que je ne puisse l'acheter. Donc, 70 euros, c'est mon prix. D'accord? Donc, on peut peut-être réfléchir aux alentours de 80, 85 euros. Ça dépend. Mais en date d'aujourd'hui, Sanofi, c'est pas que c'est pas une opportunité d'investissement, ça va dépendre de vos connaissances. D'accord? On va se dire ici que, voilà, on va se dire que le prix est juste correct. Pour ceux qui possèdent l'entreprise depuis ce niveau-ci, depuis, on va se dire, les 80 euros, voilà, on va se dire, vous pouvez garder votre entreprise ou bien essayer de revoir vos investissements, essayer de regarder les perspectives d'avenir et tout le reste. Mais dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, moi, je n'achèterai pas de Sanofi. Ça, c'est mon avis à moi, c'est pour moi. Quelqu'un d'autre pourra avoir un avis différent. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si cette entreprise vous plaît, lisez les rapports financiers, pas de raccourcis. C'est ça le nerf de la guerre, parce que vous devez investir avec conviction. Or, si vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train d'investir, c'est normal que vous perdiez de l'argent à long terme. Donc, faites très attention. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est croissante à long terme qu'elle sera probablement dans les 30, 20 prochaines années. Une entreprise, ça change. Une industrie, ça change. Donc, faites très, très attention quand vous investissez. Le long terme ne vous absout pas en termes de recherche. Sinon, investir serait très, très facile. D'accord? Je n'ai pas dit que c'est difficile, mais ça demande beaucoup de travail. D'accord? Et n'investissez pas juste parce qu'on vous verse un dividende de 3,56%. Parce que le dividende n'est pas une garantie. C'est une question d'allocation du capital. Mais si cette entreprise est en danger, je n'ai pas dit que c'était le cas, elle coupera son dividende. Et parfois, il vaut mieux couper le dividende afin de pouvoir se renouveler que de le payer inutilement. Mais dans le cas de Sanofi, c'est pas le sujet ici et ça n'a pas lieu d'être. Donc, pour Sanofi, on va juste rester sur les lignes de côté, mais la mec dans la watchlist. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.